Bonsoir, nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Vous regardez À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue ce soir. Notre émission est consacrée à la lutte contre l'antisémitisme et au rôle de la gauche dans ce combat antiraciste. L'antisémitisme est-il mis en marge des luttes antiracistes et si oui, pourquoi ? Doit-il faire partie de la sphère des luttes antiracistes ? Les militants de la gauche antiraciste ont-ils oublié l'antisémitisme ? Et si oui, pourquoi ? Une sociologue, militante féministe antiraciste, pose ces questions et y répond dans un essai paru chez Stock, un essai qui s'appelle « Des blancs comme les autres, point d'interrogation, les juifs angle mort de l'antiracisme ». Cet essai est écrit par vous, Ilana Weizmann. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre livre est donc le point de départ de cette émission. Votre livre est à la fois personnel sur votre vécu de femme juive, mais aussi de politique, votre livre en questionnant la place de la lutte contre l'antisémitisme dans le combat antiraciste à gauche. Gauche que vous critiquez, que vous interpellez. Dans cette prise de parole, c'est une prise de responsabilité qui se joue, écrivez-vous en épilogue. Alors ça tombe bien, un membre de la gauche est sur ce plateau, la gauche dite radicale, Alexis Corbière, bonsoir et bienvenue. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et professeur d'histoire. En effet. Je commenterai le gauche dite radicale. C'est un qualificatif qui est accolé à la France Insoumise, c'est pas une insulte dans ma bouche. Ah non, mais pas du tout. Voilà. Mais qui est un qualificatif. Je sais pas, là aussi on pourrait discuter de pourquoi des choses qui sont élémentaires deviennent radicales aujourd'hui, etc. Mais la radicalité n'est pas forcément la marge. Enfin, non, mais on a bien compris que... on va en discuter si vous voulez, qu'il y a un caractère, une qualification comme si c'était en marge de quelque chose, alors que je pense, du moins dans la manière dont je porte les choses, c'est aussi des grands fondamentaux d'une pensée qui est une pensée ancienne, mais qui n'a rien de radical en vérité. Elle est peut-être dans le contexte aujourd'hui de droitisation des idées, mais on peut en parler. Mais je veux dire, on pourrait très bien, quand on interroge Emmanuel Macron, de dire que c'est un homme radical aussi, très radical, qui radicalise la pauvreté. J'entends bien, mais le qualificatif de radical n'est pas souvent accolé quand il s'agit des députés macronistes. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un paysage qui nous est imposé souvent. Mais bon, bref... nous, on dit qu'ils sont plutôt de droite, donc ça me paraît... Une droite radicale, on pourrait dire. Ouais, je sais pas, pour le coup. Enfin bref, c'est pas le sujet de ce soir. Jonas Pardo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes formateur dans la lutte contre l'antisémitisme. Je précise que vous avez d'ailleurs déjà donné des formations aux salariés de Mediapart. Vous êtes aussi militant du RAR, le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. D'ailleurs, Jonas Pardo, en septembre, vous avez publié, je le précise, un récit personnel dans le club de Mediapart. C'est une lettre à votre harceleuse, celle qui vous harcelait pendant vos études, parce que vous étiez juif et que vous avez recroisé des années après. Le temps a passé, mais pas la mémoire. Écrivez-vous. Lettre qui nous a donné envie de retrouver celles et ceux qui vous avaient harcelé pendant vos études. Enquête de Prisca Borel à lire dans Mediapart. C'est un des épisodes de nos chroniques de la haine ordinaire. Vous disiez d'ailleurs, l'antisémitisme, ce n'est pas que des gens qui crient sale juif dans la rue, ce n'étaient pas des nazis, juste des étudiants inconséquents. Est-ce que c'est ce que vous expliquez à ceux que vous formez ? Je vous pose à vous la première question. Oui, l'antisémitisme, c'est un spectre. Il y a quelque chose qui se passe quand on entend le mot antisémitisme, on pense à Shoah, nazi, alors c'est ça aussi, une volonté exterminatrice, ça existe, mais c'est aussi un éventail de comportements qui vont de la remarque dans les relations intimes ou au travail, à l'injure, en passant par la menace, l'exclusion. Bon, ça désigne un spectre d'attitudes, de comportements et de mots. Ce n'est pas seulement la volonté génocidaire. Oui. Ilana Weizmann, pour commencer, pourquoi avoir écrit cet essai et quel est son but ? Alors, le point de départ de ma réflexion, c'est justement, en tant que femme juive de gauche, c'est le constat qu'à gauche, quand on dit la gauche, c'est un petit peu généralisant, mais en tout cas, dans les différentes factions de gauche, on observe qu'il y a une sorte de désintéressement, en tout cas, pas un engagement réel et important vis-à-vis de la lutte contre l'antisémitisme en comparaison avec d'autres racismes ou avec d'autres problématiques sociales. Et c'est finalement la question de l'impensé qui d'abord me travaillait. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas défendue, représentée au sein de ma famille politique ? Et puis, en creusant, finalement, on se rend compte... Alors, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Jonas.
sur l'aspect du spectre et du système, c'est un peu l'idée de dire que effectivement l'antisémitisme matriciel, originel et essentiel, il est à droite, à l'extrême droite, mais que un fléau qui est aussi ancien, aussi pérenne, aussi finalement important, ne s'arrête pas sur le perron de la gauche et s'infiltre également, alors de manière différente, de manière moins frontale, moins finalement avec des conséquences moins graves et moins délétères pour les juifs, mais ça existe dans des manifestations un peu plus ouatées, un peu plus faibles par le biais de certains biais que l'on retrouve à gauche. Et par exemple, on fait vraiment la distinction entre un antisémitisme de droite qui serait structurel et un antisémitisme à gauche qui serait un peu plus pernicieux, parfois même à l'insu des personnes qui portent en elles des biais antisémites. Et j'avais envie de dire à la gauche, de les interpeller, de dire, écoutez, moi je veux bien qu'on dise que l'antisémitisme est structurel à droite, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire aussi une introspection de notre côté, dans nos familles idéologiques, parce qu'il y a des choses qui passent, que ce soit la France insoumise, que ce soit dans d'autres partis de gauche, que ce soit dans des mouvements de lutte antiraciste, il y a certaines thématiques antisémites qui sont vraiment matricielles, qui se retrouvent en certains endroits. Et il y a surtout, alors moi ce qui vraiment m'attriste le plus et qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est le déni face à cet antisémitisme qui se manifeste parfois de façon, encore une fois, plus ou moins consciente, plus ou moins active, parfois même de façon passive, mais qui existe et qui participe à ce système global. Et il faut absolument qu'on prenne ces questions à bras-le-corps à gauche pour faire avancer la lutte contre l'antisémitisme. Alors, Alexis Corbière, vous avez accepté de venir sur ce plateau avec peut-être des réserves ou une réflexion sur est-ce qu'il faut que je vienne, est-ce que venir parler d'antisémitisme, accepter de venir en parler, c'est pas admettre que, ou en tout cas est-ce que c'est pas... Non, accepter de parler du fait qu'il y a de l'antisémitisme dans le pays, comment on le combat, ça m'intéresse, il n'y a pas de problème. Et je pense même qu'avec mes amis, et pour ma part, c'est constitutif d'un combat que je qualifierais républicain, social, écologique, de gauche, appelez-le comme vous voulez, qui part du principe, mais ça peut être en désaccord avec ce que vient de dire Mme Wetzmann, même si, à savoir que moi je suis très attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui je pense est un programme politique. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et à partir de là, évidemment, tout racisme, et l'antisémitisme est un racisme particulier, mais à savoir qui assigne l'individu à résidence en fonction de convictions spirituelles, en fonction de toute une série de comportements traditionnels, etc. Et ça marque une différence, et plutôt que de créer une égalité, ça marque quelque chose qui est une distance, et par la suite, après, même une haine, etc., etc. Bref, il faut lutter contre l'antisémitisme. L'antisémitisme est dans la société. Il est, vous l'avez dit, vous aussi, Jonas, il est là depuis très longtemps. C'est d'ailleurs fascinant à étudier comment, depuis longtemps... Même si il n'y a même pas une différence de peau parfois entre les gens, mais il y a ce racisme particulier, spécifique, qu'est l'antisémitisme. Et qui, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est intéressant, on prend un aspect très brûlant au cours du XXe siècle, mais qui avant ça existait, et qui ne peut pas être ramené, vous avez bien raison, à la Shoah. Bon, une fois qu'on a dit ça, dans la société, ça existe encore. Étudier, ça va, ça vient, et l'antisémitisme est présent. Et sans doute que des gens qui votent à gauche ont aussi encore sont antisémites, pour le faire simple, avec différentes intensités, plus ou moins, mais ils reprennent ça. Mais de la même façon que la gauche aussi est féministe, et il y a des gens qui ont des comportements machistes, sexistes, et qui votent à gauche. De la même façon que la gauche est antiraciste, et il y a des gens qui votent sans doute à gauche, y compris peut-être sans doute pour la France insoumise, mais qui pensent que leurs voisins maghrébins de couleur noire, je ne sais trop quoi, et pas vraiment français. Bon, donc il faut mener le combat. Après, le débat entre nous, il n'est pas seulement là, mais donc il faut le mener. Et dans un moment particulier, aujourd'hui, où parfois, après, ça va être l'objet de notre discussion, et c'est pour ça que j'ai hésité aussi à venir, c'est qu'il y a parfois un discours extrêmement violent porté contre nous, qui vise, selon moi, à nous caractériser comme antisémites, ou à caractériser des gens de gauche comme antisémites, voire même à faire un discours extrêmement généraliste, qui vise à dire finalement, il y a un grand changement, là je ne parle pas de vous sur le terrain intellectuel, mais qui vise à dire aujourd'hui, finalement, le levier d'antisémitisme d'extrême droite, c'est quasiment plus rien. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme en France, c'est dans les banlieues. Et un homme comme moi, parce qu'élu de Seine-Saint-Denis, pour flatter ma clientèle électorale de banlieue, je fermerai les yeux sur l'antisémitisme. Et derrière ce discours-là que je vois porter par un magazine comme Causeur, des personnalités, Gilles-William Goldnadel, Elisabeth Lévy, en particulier, mais même Michel Onfray, etc., je vois une nouvelle forme, là, de racisme, qui vise à faire, quelque chose de très général, qui par ailleurs ne lutte pas de mon point de vue contre l'antisémitisme, mais qui vise à dire finalement, et pardon d'être long, mais
Parce que d'un point de vue politique, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah que vous avez évoquée a créé, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, une barrière entre la droite et l'extrême droite, notamment en raison du crime antisémite. Mais je vois bien comment certaines personnes, au nom de l'idée qu'il faut l'union des droites, veulent lever désormais ce grand désaccord. Et dire finalement, l'antisémitisme de l'extrême droite, il n'existe plus. Et à partir du moment où l'antisémitisme n'est plus une particularité de l'extrême droite, voire même n'existe quasiment plus à l'extrême droite, alors l'union électorale est possible. Donc il y a une stratégie derrière ça, et qu'on me comprenne bien. Oui, il y a de l'antisémitisme, sans aucun doute qu'il y a de l'antisémitisme que nous devons nous combattre. On peut même discuter du fait que peut-être on ne le combat pas bien, mais ça ne doit pas entraîner pour autant une forme de ne pas comprendre ce qui est en train d'avoir lieu quand nous sommes caractérisés, selon moi à tort, comme étant sensibles, indifférents ou pas assez présents, ou même, voire même reprenant des théories antisémites. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord, évidemment. Je veux bien répondre. Alors, pardon, juste, je voudrais rappeler le cadre que vous posez au début de votre livre. Vous commencez par rappeler que l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, est le produit de l'histoire nationale française, qui doit être combattu sur tous les fronts, sans opposer ou hiérarchiser les antisémites à des fins islamophobes, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le supposé antisémitisme des banlieues. Donc c'est pour dire que sur ce plateau, le cadre est posé de cette façon. Ilana Weisman. Oui, alors je suis d'accord avec vous qu'il y a une partie, effectivement, à droite, à l'extrême droite, qui va instrumentaliser la question de l'antisémitisme à des fins islamophobes ou à des fins même d'utiliser la lutte contre l'antisémitisme et le groupe des Juifs à des fins politiques pour vous incriminer, etc. Et pour finalement... Mais le problème en réalité qui se pose, c'est que le groupe des Juifs est à chaque fois utilisé, instrumentalisé, et que la question de l'antisémitisme, qui est le sujet principal, n'est pas pris en compte. Si on prend, par exemple, ceux que vous citiez précédemment, Elisabeth Lévy, Goldnadel, etc., qui vont finalement se concentrer sur ce qui s'appelle le nouvel antisémitisme, et qui serait aujourd'hui, selon leur dire, le vecteur principal, le vecteur même monopolistique de l'antisémitisme aujourd'hui, qui ne serait plus que l'affaire en gros des populations venues du Maghreb et populations noires, ça c'est évidemment une utilisation de la lutte contre l'antisémitisme à des fins islamophobes. Mais du côté de la gauche, si vous voulez, il y a aussi une part de responsabilité parce que quand on pointe du doigt des propos, je suis face à vous, vous êtes député LFI, je prends le cas du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a tenu au cours de sa carrière des propos parfois ambigus, parfois véritablement antisémites. On pourra revenir sur certains points ensemble, mais il y a des propos qui sont antisémites et je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Allons-y. Oui, ou qu'on n'est pas là pour dire la France Insoumise est antisémite ou Mélenchon est antisémite ou tel député LFI est antisémite, c'est pas du tout le propos. On n'est pas en train de faire une accusation de cet ordre-là. Ce qu'on dit, c'est que parfois, comme je disais tout à l'heure, c'est un phénomène qui est tellement, finalement, mais dans les fondements de nos civilisations, qui a des millénaires d'âge en réalité, il y a forcément, même à gauche, certains biais, certains stéréotypes qui reviennent. Et si je vous donnais un chiffre très simple, il y a une étude, une radiographie de l'antisémitisme qui sort tous les ans en France. La dernière de 2022 montre qu'il y a 29% des sympathisants LFI qui sont d'accord avec l'expression qui dit que les Juifs auraient trop de pouvoir dans les médias. Il y a 34% des sympathisants LFI qui disent que les Juifs ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance. C'est quand même des chiffres qui sont importants. Oui, c'est la dernière. Non, mais je vous dis bien sûr. Ouais. Mais donc, c'est-à-dire que je dis pas que structurellement la France Insoumise est antisémite, mais il y a certains tropes antisémites qui passent, notamment la figure du juif financier, du juif capitaliste, et on le retrouve dans certains discours, on le retrouve même chez Mélenchon dans certains... Est-ce que je peux réagir à ça ? Oui, je termine simplement, juste pour dire que ce genre de chiffres doit être pris en compte, et par exemple, je vous dis un truc vraiment hyper prosaïque, c'est-à-dire qu'il faudrait faire des formations, il faudrait dénoncer de façon extrêmement claire ces propos-là, il faudrait, quand on vient dire ça, attention, c'est antisémite, ça, attention, ça flirte avec l'antisémitisme, ne pas être dans un espèce de déni et de déclarer comme ça, moi je suis contre l'antisémitisme, moi je suis antiraciste, donc vous ne pouvez pas m'accuser. Non, on demande simplement une introspection, une remise en question, des excuses et de dire, bon voilà, peut-être que là, j'ai mal formulé, peut-être que... Et qu'il y ait un travail de formation et d'éducation à ces questions-là, parce que malheureusement, ça participe au système global si on n'est pas dans une position un peu d'humilité et pas simplement de déni frontal et un peu comme ça, emphatique on ne peut pas m'accuser de ça, moi qui suis progressiste, moi qui suis de gauche. Non, on peut effectivement, encore une fois, être vecteur d'antisémitisme sans être antisémite essentiellement. J'aimerais réagir. Allez-y, peut-être donner un exemple. En fait, moi, je dirais l'antisémitisme à gauche, il y a deux grands problèmes. Il y a effectivement des expressions directes, comme Ilana Weisman le dit.
ça passe par différentes expressions. Donc, moi, je pense directement à la sortie de Mélenchon. Il est interviewé à propos d'Éric Zemmour, et il dit en substance, il est raciste, non pas parce qu'il est d'extrême droite, mais parce qu'il est juif. Alors, la citation exacte, c'est parce qu'il reproduit certains scénarios culturels liés à la tradition juive. Ça veut bien dire ça. Ça, c'est une première chose. On voit ce qu'on a théorisé comme l'injonction géopolitique, c'est-à-dire les Juifs sont sommés de rendre des comptes sur ce qui se passe en Israël et Palestine. Ils sont pris à partie. À l'intérieur de la gauche, mais même plus largement dans la société, on le voit, les expressions de violence envers les Juifs observent des pics lorsqu'il y a des violences en Israël et en Palestine. Et ça s'exprime à gauche. On l'a vu par exemple des exclusions d'étudiants israéliens qui venaient lutter pour Parcoursup. On l'a vu, moi-même j'en ai fait l'expérience, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a la reprise de thèmes complotistes. L'affaire la plus connue, c'est le tweet de Gérard Filoche, où on voit clairement qu'il diffuse un visuel qui est produit par Égalité-Réconciliation, où il y a Macron devant la planète, avec derrière Drahi, Rothschild et Jacques Attali, donc 3 personnalités juives, qui reprend l'idée que derrière le pouvoir apparent, il y a une élite cosmopolite, il y a une juiverie internationale, il y a la finance juive qui contrôle en réalité la politique. Et à gauche, il y a une certaine complaisance avec ce phénomène, comme si ceux qui rentraient dans des rhétoriques complotistes seraient quand même un peu anti-système et constitueraient un réservoir de rebelles. On l'a vu avec la phrase de Jean-Luc Mélenchon, les fâchés pas fachos, qui dénote cette idée que c'est une colère mal dirigée finalement. Malheureusement, on voit dans l'histoire, et ça c'est pas nouveau, ça a 150 ans, que quand on commence à emprunter les logiques de personnification de la domination économique, l'idée qu'il y aurait un petit groupe qui contrôlerait tout le système, on dérive vers l'antisémitisme, on dérive vers l'extrême droite. Alors là, la liste, elle est énorme. On pense déjà à Alain Soral, Dieudonné, Mukieli, qui passe de Mediapart à François. Bon, on pourrait, même au sein de la France Insoumise, il y a Kotarak, Kuzmanovic, il y a une partie. Ça, c'est la première chose, expression directe. La deuxième, c'est, je dirais, l'autre problème à gauche, c'est la manière dont est menée la lutte contre l'antisémitisme, c'est souvent un non-sujet. Ilana Weizmann l'a dit. Moi, je dirais, oui, à gauche, et c'est pas que la FI, c'est la gauche en général, les gauches politiques, syndicales, le mouvement social, il y a la fabrication du non-sujet. C'est vraiment l'idée de mettre des bâtons dans les roues à la lutte contre l'antisémitisme. Et l'exemple le plus flagrant, c'est Jérémy Corbyn, qui use de son influence au sein de son parti pour empêcher tout débat sur l'antisémitisme. Il faut savoir que quand même les premières accusations, elles sont en interne. Alors il y a l'affaire Ken Livingstone, on pourrait y revenir. Il y a d'autres affaires avec Nasha, etc. Alors peut-être précisons pour ceux et celles qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas l'affaire Corbyn. Donc, je rappelle que Jérémy Corbyn a été exclu de son parti au terme d'un rapport d'enquête de l'EHCR, le Comité pour l'égalité des droits humains, 130 pages, rapport qui conclut à des défaillances inexcusable, résultant d'un manque de volonté de s'attaquer à l'antisémitisme. Rapport qui avait mis en évidence, je cite, une culture à l'intérieur du parti qui, au mieux, n'a pas fait assez pour prévenir l'antisémitisme, au pire, pourrait être considéré comme l'acceptant. Finalement, Jérémy Corbyn a été réintégré au sein du Labour, mais par le comité, un comité exécutif qui était mis en cause dans le rapport, et il a été réintégré sans pouvoir, me semble-t-il, siéger au sein du groupe du Labour au Parlement. Je finis un deuxième exemple pour revenir sur la France. Jérémy Corbyn, simplement pour que tout le monde comprenne, c'est parce qu'en juin, au moment de la campagne législative, Jérémy Corbyn, en visite à Paris, a été convié par Danielle Simonet, qui était candidate dans une circonscription de Paris, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais plus le numéro, dans le 20e arrondissement, pour non pas un meeting, mais enfin une rencontre dans le cadre de cette campagne. Puisqu'on est sur le cas Corbyn... Je peux faire un dernier exemple concernant la France. Oui. On va le faire dans l'ordre. Ouais, juste pour finir mon idée. Parce que je reviens vers la France, là j'ai dit l'Angleterre. C'est cette idée de mettre des bâtons dans les roues à la lutte contre l'antisémitisme, elle agit beaucoup par ce que j'appelle la rhétorique de la manipulation. Quand on a la gauche qui est pointée, et la FI en particulier, qui est pointée pour quelque chose d'antisémite, il y a une réaction générale
qui est on instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme et c'est grave, ce que vous faites c'est contre la lutte contre l'antisémitisme. Et je prends une séquence qui est cet été, qui je pense est un exemple parfait, mais on peut en citer d'autres. Mathilde Panot est à l'Assemblée nationale et elle dit à Elisabeth Borne, Madame, vous êtes une rescapée du gouvernement précédent. La droite et l'extrême droite lui disent, vous êtes antisémite, vous avez utilisé le mot rescapé, c'est la Shoah, etc. Ce qui est franchement malhonnête, c'est effectivement une instrumentalisation. Là, on est d'accord. C'est un niveau au ras des pâquerettes du débat sur la lutte contre l'antisémitisme. On peut plus dire train, c'est n'importe quoi. Bref, mais un mois plus tard, on est lors de la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv. Mathilde Panot, la même, fait une déclaration, bon voilà, tweet, où elle dit c'est les 80 ans de la rafle du Veldiv. Aujourd'hui, on a Macron qui honore le général Pétain. Alors, ce qu'elle dit est vrai. C'est vrai, Macron a bien dit que Pétain avait été un grand soldat, etc. Mais c'est pas le moment. C'est les 80 ans de la rafle du Veldiv, il faut dire une pensée pour les 13 000 victimes, l'antisémitisme, etc. Elle se fait attaquer par la droite et l'extrême droite, de manière assez violente. Il y a même Jordan Bardella qui ose dire que vous voyez bien aujourd'hui des antisémites, c'est la gauche, etc. Mais la gauche, plutôt que de dire effectivement c'était pas très approprié, elle rentre dans un jeu comme ça, moi j'appelle ça la Shoah comme table de ping-pong, où le débat n'est plus la rafle du Veldiv, c'est un simple terrain d'affrontement entre partis politiques. Et franchement, nous, on a l'impression, en regardant ça, d'avoir affaire à une cour d'école où on voit des enfants s'arracher un jouet et se dire non c'est toi l'antisémite, non c'est toi, non c'est la gauche, non c'est la droite, on n'y comprend rien et la lutte contre l'antisémitisme n'avance pas. Alors, Alexis Corbière, commençons par la fin, commençons par cette histoire de tweet sur la rafle du Veldiv pour une réponse là-dessus. Est-ce que c'était à minima maladroit ce tweet? Je vais y répondre, mais ça c'est peut-être le petit bout, mais je vais y répondre. Mais pour que... Non, mais si vous voulez, moi premièrement, je pense que ce tweet n'avait pas lieu d'être. Et je lui ai dit, et Mathilde Panot, je ne veux pas parler en son nom, le sait, c'est qu'effectivement, il y a un moment de recueillement, quel que soit le sujet d'ailleurs, dans lequel... Ce qu'elle dit, en plus, je vous remercie, vous avez l'honnêteté, enfin du moins, vous pensez comme moi que tout ça n'a rien d'antisémite, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce jour-là, tu fais du recueillement et tu ne fais pas... C'est malvenu. Voilà. Bon, très bien. Même si après, on peut s'interroger sur le fait que quand Emmanuel Macron remet le thème des deux Pétains, on peut quand même discuter du fait que est-ce que ça aussi c'est bien à propos. Et j'ai même vu que des députés Renaissance, c'est ceux qui sont proches de Macron, voulant absolument défendre Emmanuel Macron, ont dit que oui, c'est vrai qu'on peut quand même pas seulement résumer Pétain à son rôle pendant Vichy, mais aussi, bon bref, des théories qu'on connaît, là aussi, qui sont historiquement portées quand on s'intéresse au débat des idées par l'extrême droite, même si je ne mets pas un signe égal entre Macron et l'extrême droite, mais j'observe que les idées cheminent par des aspects surprenants. Bon, vous avez dit, beaucoup de choses. Premièrement, moi, c'est pour ça que ça m'intéresse de discuter avec vous. S'il y a un travail à faire sur la formation de militants, sur l'antisémitisme, pourquoi pas, et on peut profiter peut-être de cette émission, que c'est une rencontre et qu'on affine tout ça, si vous en êtes d'accord. Ceci dit, la franchise que je veux avoir avec vous, et je pense notamment à vous, Madame Weissmann, moi je veux bien qu'on critique toutes mes paroles, celles de Mélenchon, mais je vous ai lu, notamment dans une interview de l'Express, vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon un jour d'avoir dit, en pleine campagne, là où bien souvent, notamment le poison de l'extrême droite, cherchait à montrer que c'était la faute des musulmans, Jean-Luc a la formule de dire le coupable, c'est pas le musulman, c'est le financier. Et pour vous, cette formule emprunte à l'antisémitisme. Alors là, je dois dire que pour ma part, je vous y répondrai. Non mais discutons-en. Je veux dire, moi je pense que non, absolument pas. Et que même si j'étais un peu taquin, je dirais que le fait que quand on dit financier, immédiatement on dit en fait il parle des juifs, c'est un cliché un peu antisémite que de dire que dès qu'on dit le mot financier, on pense aux juifs. La finance, ça existe. Des financiers, ça existe. D'accord ? Et on peut très bien dire Macron, président des riches, sans qu'on dise mais, ah, tu parles des riches. Qui est riche, selon le cliché antisémite, les juifs? Donc tu veux dire que Macron est entre les mains des juifs? Ou quand François Hollande dit mon ennemi c'est la finance, on peut tordre en disant en fait ce qu'il veut dire. Bon bref, là je pense qu'on se perd dans quelque chose où honnêtement c'est pas, ça me semble extrêmement mal à propos. De la même façon que je veux pas défendre Gérard Filoche, ça m'explique. Moi Gérard Filoche, son tweet était indécent. Qui a été exclu du... Oui, mais je veux dire, on ne va pas défendre Gérard Filoche, mais Gérard Filoche n'est pas antisémite. Oui, mais alors, quand on est antisémite, quand vous avez quelqu'un qui, comme Filoche, dit « j'ai déconné », ce tweet, je l'ai balancé, je n'avais pas bien vu. Il dit qu'il allait se coucher, je sais pas quoi. Bon bref, sans aucun doute, je ne sais pas dans quel état il était de fatigue ou j'en sais rien. Non mais ça doit être condamné, sans aucun doute.
et dire là, c'est inacceptable. Maintenant, de là à dire, une fois de plus, je suis pas le défenseur de Gérard Filoche, qui est souvent très critique sur ce que nous faisons, mais je pense que son engagement toute sa vie contre le racisme, contre l'antisémitisme, donc faut faire un peu attention, même si, évidemment, il doit y avoir toute une série de gens qui disent là, ton dessin, il est intolérable. De la même façon, là encore, pour vous répondre, Jonas, la stratégie de s'adresser aux fâchés et pas fachos, et d'essayer d'aller, quand vous faites du porte-à-porte, c'est très simple, que vous frappez, que vous faites une barre d'immeuble et que les gens vous disent, ah, moi, ça m'intéresse, que dit Marine Le Pen, mais que la discussion que vous avez avec quelqu'un qui peut peut-être voter Marine Le Pen n'est pas l'obsession du racisme et éventuellement de dire c'est la seule qui parle des milieux populaires, je m'adresse à cette personne fâchée, pas complètement facho, parce que non, le type, la seule chose qu'il a à vous dire, c'est qu'il faut balancer tous les Arabes à la mer, la discussion s'arrête. Mais si la personne vous dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, moi, j'arrive plus à terminer la fin de mois, je m'adresse à ce fâché, pas facho. Je ne vois pas en quoi c'est une concession, ou alors peut-être qu'on a un désaccord politique et là, comme citoyen, mais ça ne contribue en rien à tout ça. Bon, une fois que on a, alors, vous nous dites après, oui, pardon, sur la ligne des Juifs et de l'argent, puisque c'est quand même un gros morceau de l'antisémitisme contemporain. C'est un cliché antisémite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr, mais c'est un cliché antisémite qui a la peau dure. J'entends bien. Et qui est sans doute ce à quoi nous avons le plus. Quand j'évoquais tout à l'heure, moi, de ce que j'entends, le plus à combattre aujourd'hui. C'est pour ça que chaque mot compte, et quand quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, particulièrement instruit, cultivé, qui sait que les mots ont un sens, parfois on peine à comprendre comment lui, par ailleurs, engagé contre l'antisémitisme, peut à ce point utiliser des expressions qui sèment le doute. Laquelle, par exemple ? Eh bien, cette expression, non, l'ennemi, ce n'est pas le musulman, c'est le financier, ou à propos de Pierre Moscovici, quelqu'un qui ne pense plus en français, qui pense dans la langue de la finance internationale. Non, mais là, pareil. Enfin, est-ce que ça ne résonne pas ? Cette phrase-là, attendez, je termine ma question, que je n'ai pas terminée, que je n'ai même pas posée encore. Est-ce que ça ne résonne pas aux oreilles des antisémites comme un dog whistle, un dog whistle, c'est-à-dire une façon de susurrer que voilà, on est en termes codifiés, on est sur de l'antisémitisme. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, on le répète. Vous comprenez que ça puisse... Enfin, en tout cas, c'est ça, non. Ça, non. D'accord. Ça, je pense, il y a des choses qu'on peut discuter. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je pense même que ça participe à affaiblir la lutte contre l'antisémitisme. Mais quand deux personnes, quand quelqu'un dit à une tribune, là, vous dites... Non, oui, mais c'est un désaccord que j'ai avec nos invités. C'est-à-dire que moi, je suis pour, quand on est intellectuel, la pensée de quelqu'un, c'est une pensée globale. Mélenchon, y compris, maintenant il a un certain âge, c'est 50 ans de combat politique, c'est des milliers de discours, c'est des bouquins. D'accord ? Lisez, là, on va pas... Je veux dire, Jean-Luc a écrit des tas de textes de lutte contre l'antisémitisme, a pris la parole notamment une des premières fois lors du 16 juillet 2000 à l'époque, au nom du gouvernement, il a été un des premiers, etc. Je veux dire, on peut pas, au nom d'une phrase qu'on va interpréter, sous-interpréter, retourner, considérer, après on peut critiquer Mélenchon tant qu'on veut, mais sur ce terrain-là, je veux dire, et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise, les amis, quand on mène une campagne, le problème, c'est pas l'immigré, c'est pas le musulman, c'est aujourd'hui la finance et le financier qui accapare et qui accumule des richesses dans un nouveau modèle du nouvel âge du capitalisme au XXIe siècle d'accumulation d'argent. Ça, je ne vois. Je veux dire, si nous, on dit, ah là, on allume les warnings en disant ça, c'est de l'antisémitisme, on sous-entend que quiconque aujourd'hui dénonce le financier met la figure du juif. Et donc ça, c'est un cliché antisémite. Donc là, je ne suis pas d'accord. Enfin, pour terminer, sur Corbyn, enfin, soyons honnêtes, Jérémy Corbyn, premièrement... Vous l'auriez reçu, vous ? Non, mais je veux dire... Non, mais c'est bien de dire mais parce que premièrement, il n'est pas invité. Là aussi, il est à Paris pour je ne sais trop quelle réunion. Oui. Non mais c'est important, il n'est pas invité par la France Insoumise, ça n'est pas un meeting avec Jérémy Corbyn, Daniel Simonet ne savait même pas au début de son initiative qu'il allait passer, il est à Paris, il vient. Oui mais elle s'en prévaut sur les réseaux sociaux, elle l'a tweeté. Parce que c'est un leader, alors je veux pas... Juste... Elle en fait, je rétablis simplement les faits, si ça ne vous embête pas. Je vous en prie. On va le montrer, elle s'en prévaut sur Twitter, solidarité, unité, victoire, beaucoup d'émotions et de fierté. De recevoir ce soir Jérémy Corbyn. On ne lui a pas tordu le bras pour non, parce que sans aucun doute, à ce moment-là, premièrement, Jérémy Corbyn a été réintégré au Parti travailliste. Oui, deuxièmement, Jérémy Corbyn. Mis en cause dans non, le mais rapport. après, moi, je veux pas le défendre. Il n'a pas le droit de siéger. Moi non plus, je n'ai pas ni à le défendre ni à là, mais pour les faits, c'est qu'il a été réintégré par un comité qui était visé par le rapport et il n'a pas été autorisé à siéger dans les rangs du Labour. C'est pas vrai. Moi, je veux pas. Bon, il y a un des derniers rapports, je me suis pas trop plongé là-dedans, mais qui s'appelle Ford, d'un des dirigeants aussi travaillistes, qui est extrêmement long, qui revient là-dessus et qui considère que sans aucun doute il y a une absence de rigueur, de combativité. Est-ce que ça, c'est un problème de la part d'un leader politique de gauche? Mais attendez, absence de rigueur. Non mais c'est ça le cas. Non mais moi je veux dire, je n'approuve pas Corbyn là-dedans, c'est pas mon sujet. Mais c'est notre sujet, si. Non mais vous voyez bien que par ricochet, oui, mais c'est pas ricochet. C'est-à-dire que je vais vous dire ce qui se passe dans le 20e. Daniel Simonet à ce moment-là, elle est opposée à une candidate socialiste. Sortons de Daniel Simonet. Non mais parce que vous, Alexis Corbière, vous pensez. Vous ne me parlez que de ça. Alexis Corbière, est-ce que vous êtes choqué par
la façon dont Jérémy Corbyn, au sein du Labour, et pas les opposants qui se sont... Mais même le Labour considère qu'il n'est pas antisémite aujourd'hui, ils l'ont réintégré. Vous ne me laissez pas finir. Est-ce que vous considérez que Jérémy Corbyn a eu la main légère sur les propos antisémites des gens de son entourage au Labour et qu'il aurait dû être plus ferme, tolérance zéro, surtout en tant que leader de gauche? Et est-ce que, compte tenu de ça, c'était opportun de l'accueillir, on ne va pas dire de l'inviter, de l'accueillir dans un moment électoral pour la France insoumise? Moi, je pense... Deux questions, deux réponses. Deux questions. Je pense que, au vu de... Ça vous choque? Au vu de ce que ça a plus coûté, on va dire, de ce que ça a rapporté, sa présence n'était vraiment pas bienvenue. Donc ça, c'est notre point de vue de la stratégie Non, mais pas seulement stratégie, c'est-à-dire que ça embrouille tout. Bien vu du fond. Ensuite, si ça a le malheur d'assimiler ce qu'a fait Jérémy Corbyn comme si nous ferions la même chose dans notre propre mouvement, là aussi il y a un problème. Et moi je ne suis pas corbyniste, je m'en fiche. La seule chose que je veux souligner là-dedans, pardon d'être un peu pointu, c'est que à ce moment-là, je suis obligé de reparler de Madame Simonet, elle est opposée à une candidate socialiste dissidente, et l'autre est un leader travailliste, et que c'est un peu piquant que certains socialistes qui s'indignent de la présence de Corbyn ne mènent même pas la discussion au sein de la mouvance socialiste internationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'était purement politicien. Mais que vous soyez attaqué pour des raisons politiciennes, il me semble que c'est sans doute malheureux, mais que c'est le jeu politique sur ce sujet comme sur d'autres. Du débat qui embrouille tout. Oui, c'est ce que je veux vous dire dans notre discussion. Là, on est entre personnes. Oui, mais vous débattez avec des personnes qui sont, semble-t-il, de gauche, qui... peut-être ont placé des espoirs dans la France insoumise. C'est pas nos amis qui m'ont attaqué. C'est toute une campagne nationale. Oui, mais le fond, il est embrouillé par aujourd'hui. Mais ouais, mais alors. C'est pas Mediapart qui écrit des articles sur nous. C'est que vous avez des campagnes de presse sans précédent contre nous qui expliquent qu'aujourd'hui, le premier parti antisémite, il serait chez nous. Et alors, l'extrême droite n'a aucun problème. Là, il y a une part de mauvaise foi qui, sans doute, complique notre échange. Même si, après, moi, je suis prêt à discuter sur le fait qu'il faut, sans aucun doute, aujourd'hui, dans les milieux populaires, continuer à mener cette formation de la même façon sur d'autres sujets. Mais sur celui-là, puisque nous en parlons, sans aucun problème. Notamment, quel est le premier cliché antisémite contre lequel nous avons à combattre? Vous l'avez pointé. Ils sont riches et deuxièmement, ils ont de l'influence, en particulier dans les médias. C'est ce qu'on peut retrouver parfois dans une soirée de ces absurdités, de ces clichés antisémites. Ils sont privilégiés, c'est aussi l'objet de votre livre. Ils sont considérés comme. Mais comme juste, Madame Weitzman, quand vous dites que vous avez cité des pourcentages, 28% de l'électorat aussi de droite, en l'occurrence sur le sondage que vous pointez, pense la même chose que les Juifs. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas présent dans la société. Mais venant de la droite, on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de la gauche. Alors, c'est là la discussion qui m'intéresse. C'est ça qui nous intéresse. C'est le sujet. Mais peut-être Yana Weizmann un peu de... Je voulais juste réagir à... Alors, il y a deux choses. Je vais reprendre sur le dernier point, sur l'instrumentalisation. Elle existe, on ne la nie pas, l'instrumentalisation par la droite pour attaquer la gauche, leur ennemi politique. Elle existe. Mais le fait est qu'à la fin, en fait, on ne s'occupe pas du problème de l'antisémitisme en soi. On est toujours là à pointer du doigt, c'est lui le véritable antisémite, c'est lui l'antisémitisme. C'est ce qu'on entend par exemple chez Jean-Luc Mélenchon qui dit arrêtez d'inventer des antisémites là où il n'y en a pas, occupez-vous du véritable antisémitisme qui est à l'extrême droite. Mais Madame Wetzmann, avec le respect que je vous dois, vous dites que c'est le financier, vous inventez l'antisémitisme. Attendez. Moi je vous le dis les yeux dans les yeux. D'accord, là vous inventez. Je vais vous répondre sur ce point juste après. Mais quand on dit le véritable antisémitisme est à l'extrême droite, le véritable antisémitisme, il est partout. Alors il est structurellement encore une fois à l'extrême droite, ce qui ne rend pas, la gauche n'est pas exemple d'antisémitisme et il faut l'affronter sur tous les fronts, c'est un système global. Maintenant pour la question de l'antisémitisme, alors le juif et le musulman et le financier. Si on prend et je le dis dans le livre, je suis tout à fait honnête sur ce point-là, si on prend cette déclaration seule, évidemment qu'on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon, ou même que cette déclaration est antisémite foncièrement, Merci. Je ne le dis pas, c'est pas ce que je dis. Moi je parle d'une constellation de propos, d'une constellation de postures, et c'est un petit peu, parce que Jean-Luc Mélenchon a une longue carrière politique, on peut racoler en fait certains points ensemble, et quand par exemple M. Mélenchon reprend à son compte le mythe du peuple déicide... Alors cette fois-ci on va l'écouter pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc le mythe du peuple déicide, c'est sur BFM, on est en juillet 2020. Mais est-ce que les forces de l'ordre doivent être comme Jésus sur la croix qui ne réplique pas ? Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Donc vous voyez qu'en matière de méchanceté mutuelle, l'imagination est là depuis quelques temps. Donc le contexte, c'est pas du tout une discussion sur les juifs,
la communauté juive, que sais-je, c'est une discussion sur les forces de l'ordre. Ça, pour vous, c'est c'est un mythe fondateur de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on repart. Alors, l'antisémitisme, ça commence par un antijudaïsme, ça commence avec l'avènement de la chrétienté. Et ce mythe-là, c'est un mythe fondateur de l'antisémitisme qui a été complètement révoqué par Vatican II. Et Monsieur Mélenchon, alors je ne sais pas ce qui lui passe par la tête à ce moment-là, mais le reprend à son compte. C'est quand même terrible. C'est sur la base de ce mythe qu'on a massacré, spolié, expulsé des Juifs à travers l'histoire. Et ce mythe-là, je ne comprends pas à ce moment-là comment est-ce qu'il peut le reprendre. Et puis tout à l'heure, Jonas parlait effectivement aussi de cette phrase qu'il a sur les scénarios culturels qui ferait partie finalement de l'appartenance culturelle de Zemmour et qui expliquerait son racisme. Et puis il y a, encore une fois, on n'a pas 2 heures de discussion, mais il y a quand même toute une constellation de propos, de postures, alors qui sont parfois alors peut-être oui, cette affaire du musulman encore et le financier, c'est peut-être complètement dénué et vidé d'antisémitisme, mais quand on le prend dans un spectre de propos, à un moment donné, on commence à y avoir plus que du doute sur. Oui, mais ce spectre de propos, madame, c'est trop 4 déclarations, c'est Moscovici, machin. Non, moi je trouve ça. On est vraiment dans le cœur du sujet, où il y a un nœud à comprendre ici. Moi, je dis pas que c'est franchement antisémite, le financier et le musulman, je dis pas ça. Mais je dis qu'on est dans la pente glissante. Et ça, c'est vraiment l'objectif des formations. C'est pour ça que je les ai montées. C'est pour essayer de comprendre ça. Comment, à gauche, il y a certains phénomènes, certaines critiques de l'économie qui ouvrent la porte à des critiques qui paraissent anti-système, mais qui sont en réalité régressives. Moi, je pense, on a vu plusieurs polémiques. Il y a par exemple cette une de Ciné Hebdo, où on voit le visage de Macron avec le teint blafard, le nez crochu, les doigts crochus et le regard sournois avec écrit au-dessus de lui « quoi qu'il en coûte », voilà, ça c'est la phrase, et il y a une petite bulle où il fait donc un rire narquois, un peu démoniaque. Et si vous voulez, là, on est le dessinateur de cette caricature, je ne dirais pas qu'il est antisémite, mais le dessin emprunte tous les codes de la caricature antisémite sur le thème que j'appelle du pouvoir enjuivé. C'est-à-dire, Macron a travaillé pour Rothschild 6 mois, enfin un peu de temps en tout cas, et il est dénoncé en tant que, voilà, derrière Macron, il y a le pouvoir juif qui s'y cache. Et ça, on l'a vu décliner un nombre de manières incroyables. Chez les Gilets jaunes, notamment, c'était omniprésent. On a vu Macron putain juive, Rothschild financer Hitler, aujourd'hui c'est Macron. On a vu Rothschild derrière Macron, la finance qui tire les ficelles. Il y a la fresque d'Avignon aussi, où on voit Attali derrière Macron. Et c'est cette idée du pouvoir enjuivé. Pour la comprendre, il faut un peu revenir sur l'histoire d'une forme d'antisémitisme qui a vraiment été fabriquée par la gauche, voilà, au 19e, dans les premières critiques du capitalisme qui se faisaient. Bon voilà, ça commence par Alphonse Toussenel. Ouais, il y a les socialistes utopistes fin 19e siècle. On a notamment une figure de ce mouvement-là qui est Toussenel et qui écrit un pamphlet qui s'appelle Les Juifs et le roi de l'époque, histoire de la féodalité financière. Ouais, et vraiment, un pamphlet qui n'a rien à envier à des pamphlets d'extrême droite comme celui de Drummond, La France juive, où vraiment, voilà, on va accuser la franc-maçonnerie et la juiverie économique d'être à l'origine notamment d'un krach boursier en 1882. Et donc on a vraiment cette idée-là qui se forge à partir du 19e siècle à gauche. Alors ça ne veut pas dire que la gauche est antisémite foncièrement, mais cette figure-là, ce stéréotype-là est très très prégnant et on le retrouve encore aujourd'hui malheureusement dans des tweets, sur des pancartes, dans des discours. Mais à l'époque, on l'a vu. Pardon, excuse-moi, je reprends. Okay. Non, pardon. Terminez. Je termine juste. Voilà. Bon, ça, c'est. Ce que vous dites, c'est que cette critique de l'économie dérive vers peut dériver. On peut appeler critique tronquée de l'économie, critique tronquée du capitalisme. C'est un écueil. 2 siècles. Ça fait 2 siècles qu'elle est là. Ouais. Exactement. Et c'est un écueil parce qu'elle dit il y a d'un côté un capitalisme qui serait bon, capitalisme productif, national, de la valeur concrète, etc. Un capital financier qui, lui, serait abstrait, cosmopolite, internationaliste. Ça, c'est les mots de l'extrême droite. La gauche ne va pas dire ça, puisqu'elle, normalement, elle est internationaliste. Mais là-dedans, dans cette façon de critiquer l'économie, on va avoir un phénomène de personnification. Finalement, c'est pas un système qu'il faut démonter, c'est un petit groupe qui tire les ficelles. Et donc là, il y a ce que j'appelle une substitution d'une critique sociale par une critique civilisationnelle. Et je pense que la caricature d'Avignon
qui a été commandée d'ailleurs par une coalition LR-RN, la communauté de communes de Avignon pendant le festival. Bon voilà, elle était faite en face de l'avenue de la synagogue. C'est scandaleux. Etc. Mais il y a... Voilà, c'est pour ça que je voulais dire fâché, pas facho. Moi, je différencierais toujours électeurs des cadres, des militants, c'est pas la même chose. Effectivement, moi aussi je suis pour. Il faut parler aux gens qui pensent qu'il y a des solutions dans l'Assemblée nationale. Attends, je finis juste, pardon. Oui, donc cette perméabilité, on l'observe, voilà. Et effectivement, moi aussi, je pense ça. Quand on dit le musulman, c'est pas le financier, on rentre dans cette logique-là, puisque le financier a été historiquement associé aux juifs. Et je suis désolé, mais selon la caricature antisémite. Mais bien sûr, mais l'antisémitisme... C'est l'antisémite qui voit dans le financier le juif. Mais tout à fait. On est d'accord. Mais l'antisémitisme, il a infusé. Il a aujourd'hui infusé. Oui, aujourd'hui, on prend les chiffres. Vous dites que, pour laisser répondre Alexis Corbière et pour qu'on avance, vous dites que consciemment ou inconsciemment, cette critique et ces clichés antisémites se retrouvent dans un langage tenu, par exemple, dans les expressions qu'on a citées de Jean-Luc Mélenchon. Cette association juif-argent, elle transcrit dans le discours qui fait l'association juif-argent. Dans la pensée de Jean-Luc Mélenchon. Non mais là, moi je veux bien, je peux pas vous laisser dire ça n'a pas de sens. Revenons à ce que vous disiez, que au sein, notamment en particulier au 19e siècle, jusqu'à l'affaire Dreyfus, pour faire simple, qu'il y a de l'antisémitisme, en particulier même dans le mouvement ouvrier, même dans le mouvement socialiste. Oui, c'est une réalité. Pourquoi l'affaire Dreyfus est une date butoir, une date charnière? Pourquoi Jaurès a tant apporté, notamment au mouvement socialiste? C'est qu'à un moment donné, quand vous avez notamment 2 soldats qui, pour avoir refusé de saluer leur officier, vont passer au peloton d'exécution. Vous avez le capitaine Dreyfus, qui lui aussi est envoyé à Cayenne. Et le mouvement socialiste qui se réunit en congrès dit il faut défendre nos 2 camarades. Pourquoi on va se défendre? Ce capitaine bourgeois qui est juif, c'est pas notre combat. Et Jaurès dit c'est l'humanité entière qui est incarnée dans l'injustice qu'il subit. Et tous ceux qui mènent le combat pour le capitaine Dreyfus à ce moment-là, non seulement vont après gagner, mais vont faire basculer ce mouvement ouvrier qui balbutiant, dans lequel l'antisémitisme était présent, et qui vont prendre en charge la lutte contre l'antisémitisme. Il y aura une grande victoire, une installation de la République. Donc ce que vous dites, oui, il y a de l'antisémitisme depuis toujours, je suis d'accord avec vous, et c'est une tension. Mais pour autant, moi, je parle là en mon nom. Donc, y compris, vous me parlez de la fresque à Avignon, il s'avère que moi, sur Twitter, j'étais un des premiers à dire ce truc est dégueulasse, il y a toutes les caricatures, le marionnettiste Jacques Attali. Non mais je veux dire, ça c'est une banalité, on partage ces combats. Et je ne crois pas qu'il y ait eu dans mes rangs une complaisance vis-à-vis de telles affaires. Mais attention, une fois de plus, à ce que, là encore, alors, dans une vie entière de combat, une phrase qui... Je veux dire... Je vais vous prendre un autre exemple pour que vous me compreniez, Jonas. On a fait une manifestation, c'était, je sais plus, dans la campagne à un moment donné, et des camarades de Nice étaient montés et ont fait le paillassou, c'est-à-dire que vous jetez un mannequin en l'air. Ils avaient mis, parce qu'il y avait Macron qui voulait repousser, c'est une tradition, au carnaval on jette des personnages qu'on critique en l'air. Il y avait un masque qui est en vente libre, que tout le monde peut acheter, qui représente Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a la particularité, il est plutôt beau gosse, mais il a un nez, comme on dit, aquilin. D'accord ? On a voulu monter une provocation en expliquant qu'il y avait un caractère antisémite au fait qu'on utilisait un masque de Macron que nous n'avions pas fabriqué, qui est en vente libre, dans lequel il a un nez un peu pointu. Et là, je dis, on délire au bout d'un moment. Là, on délire. Et pourquoi ça me pose un problème? C'est que le vrai sujet d'antisémitisme, sur lequel moi je veux bien que nous, comme mouvement d'éducation populaire, on doit porter vis-à-vis de ceux qui nous font confiance en disant c'est pas le juif, parce qu'on entend des conneries, on en entend partout. Vous en entendez dans les médias, ou même dans les médias. Oh, écoutez, je regardais encore une émission de Cyril Hanouna l'autre soir. Il y a une blague par un grand... Ça, c'est vous qui vous infligez. Oui, non, mais je veux dire, une blague portée par un homme qui est quand même, je crois... le petit-fils de Simone Signoret, qui explique, je vais vous raconter une blague, Cyril, et tout le monde va rigoler. C'est un Français, un musulman et un juif, etc., etc. On dit ça aujourd'hui à la télé. Ça participe à l'antisémitisme ambiant. Bien sûr. Si on va déformer, triturer les propos de Mélenchon, alors qu'à côté de ça, par moment, on se dit pas, mais là, ça déconne plein ballon. Sur le peuple je ne veux pas accuser Cyril Hanouna d'antisémitisme, mais comment il peut laisser faire des trucs aussi dingues? Donc ça se diffuse partout dans la société, et on invente, à mon avis, par moment aussi, des faux antisémites, même si, nous, comme mouvement d'éducation populaire républicain, on doit lutter en particulier contre le racisme. Alors, comment lutter?
juste rapidement, la phrase qu'on a entendue de Jean-Luc Mélenchon sur le mythe du peuple déicide, ça pour vous, c'est pas, c'est dit en l'air, c'est pas grave. Mais ça emprunte à une éducation catholique d'enfant de cœur. Par ailleurs, oui, moi j'invite. Mais est-ce que par exemple, moi je dirais pas. Est-ce que vous lui diriez, Jean-Luc, là, dis pas ce genre de choses? Mais je crois que lui-même il le comprend, ça. Je veux dire, c'est pas le sujet. Mais est-ce qu'il le reconnaît? Mais ça n'a rien d'antisémite de mon point de vue. Après, moi j'invite à ce que dans le débat politique. On n'est pas d'accord. Elle a le droit. En fait, elle a le droit. Mais là, on est typiquement on est devant le problème. Non, mais parce que par ailleurs, le peuple déicide, la théorie du peuple déicide, c'est-à-dire du peuple, c'est pas exactement la même chose que ce que raconte le Nouveau Testament, qui malgré Vatican II n'a pas été supprimé cette partie-là. Comme quoi, quand Ponce Pilate demande s'il faut choisir entre mais je m'en fous, moi je suis pas du Nouveau Testament, je suis pas catholique, j'ai pas à me justifier des Écritures et de l'interprétation. Non, mais attendez, moi il y a quelque chose d'important, dans tout ça, quelque chose d'important. Ça c'est peut-être une phrase effectivement qui pour le coup. C'est en politique. Oui. Ce qui est important, c'est pas de savoir qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon, le dessinateur de Ciné Hebdo, a dans le cœur. On s'en fiche. Quelles sont les intentions? On s'en fiche. En politique, c'est pas ça qui est important. Quelles sont les réalités et les conséquences des propos? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait et comment le discours est perçu. Exactement. Et ça, vous le savez mieux que moi. Exactement. Je suis pas, donc qu'est-ce qu'on dit dans les discours d'un gens? Qu'est-ce qu'on écrit dans ces bouquins? Quand Jean-Luc Mélenchon accuse le CRIF d'être une secte communautariste, parce qu'il le dit sur son blog, quand il dit... c'est une autre discussion, le CRIF. Non mais on peut critiquer le CRIF, mais il y a des critiques correctes et des critiques incorrectes. Quand il dit que Corbyn a perdu à cause d'un réseau international qui s'étend du Likoud aux rabbins anglais jusqu'au CRIF en France, les oukas arrogants du CRIF, etc., il y a quelque chose de profondément malaisant. Est-ce qu'on peut dire que le CRIF a parfois des oukas arrogantes sans être antisémite? Mais ça veut dire les génuflexions devant les oukas arrogantes. Donc l'image, il faut imaginer que le pouvoir est à genoux devant le CRIF qui donne les ordres. Pour moi j'ai l'image de Civitas qui dit, je suis désolé, Civitas qui dit pour la séparation du CRIF et de l'État. Ça c'est un slogan Civitas. Donc si vous voulez, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez que ça puisse à minima heurter ou choquer? Mais là on a changé de sujet, mais on va l'aborder. Non, on n'a pas changé de sujet. C'est l'accusation de double allégeance. La question du CRIF, c'est-à-dire qu'il y a l'antisémitisme. C'est la question de l'antisémitisme et de comment vous, la gauche, vous luttez contre l'antisémitisme. Comment vous n'êtes pas... Mais là, en l'occurrence, ce que je choisis, Jonas, moi je veux bien refaire l'historique, j'ai pas amené tous les documents, de quelle manière le CRIF caractérise ce que nous faisons et qui nous sommes, les tonnes d'insultes que nous prenons, de la part de gens qui, moi je vais vous raconter l'histoire. Je suis d'accord avec vous. Laissez-moi 2 secondes que je raconte ce qui s'est passé sur la manif pour Mireille Knoll en 2018. C'est important. Parce que dans la pensée de Jean-Luc Mélenchon et dans notre pensée collective, c'est un moment important. C'est une des dernières grandes manifestations contre l'antisémitisme. Il y en a eu plein depuis, mais Madame Knoll, on sait, victime d'un crime antisémite. Nous nous y rendons avec une dizaine de parlementaires. À ce moment-là, le dirigeant, le président du CRIF, M. Francis Khalifa, nous assimile à l'extrême droite, d'accord, en disant ni Mélenchon, ni Madame Le Pen. J'appelle M. Khalifa la veille de la manifestation. J'arrive à lui parler vers 22h. Pour lui dire, M. Khalifa, nous viendrons demain avec une dizaine de parlementaires. Est-ce que, au moins, vous pouvez assurer, parce que la LDJ, la Ligue de Défense Juive, avait dit que si nous venions, nous serions agressés, qu'ils nous casseraient la gueule et qu'ils ne nous laisseraient pas venir. Je lui dis, est-ce qu'au moins, vous nous laisserez venir à la manifestation? Il dit qu'il n'agira pas pour que nous puissions manifester. Et à ce moment-là, j'aime pas raconter les conversations téléphoniques, mais j'ai droit à tout un discours qui consiste à dire que le problème, c'est notre clientèle électorale de Seine-Saint-Denis, etc. Des choses qu'à titre personnel, j'assimile à des propos racistes. D'accord? Le lendemain, nous allons à cette manifestation. Nous sommes insultés devant tout le monde, y compris le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Gérard Collomb, avec des slogans racistes. Va sucer les Arabes, Mélenchon, etc. Personne ne réagit. Nous faisons cracher dessus par les gens, notamment de la Ligue de Défense Juive. Insultes racistes, homophobes. Tout ça sans aucune réaction. Mais c'est extrêmement grave. Nous faisons chasser de la manifestation. Le lendemain, j'appelle M. Khalifa pour lui dire, M. Khalifa, ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, il considère que tout ça est normal et qu'il nous avait prévenu. Mais c'est intolérable, on est d'accord. Regardez, merci madame. Merci, c'est de dire que je n'assimile pas. Et moi, l'idée que j'ai du CRIF, c'est M. Théo Klein. C'est des gens, notamment, qui à une époque avaient un discours que je considère des gens éclairés, antiracistes. Et aujourd'hui, je ne suis pas dupe d'un discours qui est plus d'ordre politique, que vraiment, à une époque, la manière dont les institutions représentatives juives de France participaient au débat sur l'égalité entre les citoyens et n'avaient pas un discours politicien et en plus laissant faire des messages de racistes sans que ça pose problème.
Pour la petite histoire, je rappelle que la LDJ, après nous avoir insultés, est allée faire le service d'ordre de Madame Le Pen qui a pu manifester tranquillement. Alors, mais ça, c'était il n'y a pas longtemps. C'était en 2018. Et pour autant, je ne regrette pas d'être allé à cette manifestation, qui était une manifestation contre l'antisémitisme, mais je veux que ceux qui nous regardent comprennent l'ambiance dans laquelle aujourd'hui des choses se déroulent. En parlant de manifestation, est-ce que cette crispation de la part du CRIF ou de la communauté juive, de membres de la communauté juive, on va pas... Mais je ne mettais pas signal entre les deux, moi j'en sais rien. Non, moi non plus, mais enfin, est-ce que ça ne peut pas s'expliquer par le fait que peut-être à un moment les gauches ont déserté le combat antisémite, et je prends deux exemples contre l'antisémitisme, pardon. 90 profanations du cimetière juif de Carpentras, beaucoup de personnes dans la rue, une manifestation des millions. 22 ans après, des enfants sont tués à bout portant dans une école juive en 2012, et il n'y a personne dans la rue. Elle est où la gauche au moment? Il y a même elle est où la gauche? Non mais Monsieur Corbière, attendez, je dirige pas le pays, je suis pas. Non, bien sûr, mais à ce moment-là, on est en pleine campagne présidentielle, toute la campagne s'arrête. Non mais attendez, moi si on parle de l'assassinat antisémite de Toulouse, mais ça c'est une discussion à avoir, y compris pour quelle raison à ce moment-là, même Nicolas Sarkozy, me semble-t-il, qui était président de la République, pourquoi il n'y a pas une grande manifestation, etc. Mais là, on n'attend rien de Nicolas Sarkozy là sur ce plateau ce soir. On pose des questions à un membre de la gauche. Non, mais pardon, mais pour quelle raison? Oui, mais attendez. Mais pourquoi? Non mais c'est trop facile. Oui, on n'attend rien de Nicolas Sarkozy, mais personne ne dit que Nicolas Sarkozy est antisémite. Je veux dire, si on organise la discussion ce soir, et si vous m'invitez, mais je dis que dans le débat public, cela se dit. Mais on a commencé, on a commencé à dire que la gauche n'était pas structurellement antisémite. C'était le début. Simplement, vous parlez d'une manifestation à laquelle vous aviez un attachement à être présent, la manifestation en hommage à Mireille Knoll, assassinée parce que juive, en 2018. Je vous dis, pourquoi est-ce que quand des enfants juifs sont tués par Mohamed Merah en 2012, certes en pleine campagne présidentielle, pourquoi il n'y a pas, selon vous, mais c'est pas, je vous la pose pas comme fautif, mais comment vous expliquez que personne à gauche ne réagisse, pourquoi il n'y a pas de sursaut pour dire stop à l'antisémitisme dans sa pire des manifestations? J'ai pas la réponse, mais ce dont je suis, c'est que nous sommes... Oui, sans doute, oui, ça me questionne. Mais je rappelle qu'à ce moment-là, nous sommes en pleine campagne présidentielle et que, quelque part, toute la vie politique est gelée. Voilà. Et que personne, sans aucun doute, ne prend l'initiative. Même les organisations, même le CRIF dont on parlait, même des associations comme la LICRA. Non mais là, c'est tout l'ensemble associatif qui ne manifeste pas. Et ce que je veux dire, moi je veux bien qu'on discute des angles morts, mais il y a un cas particulier, si je puis dire, sur ce drame-là qui, de mon souvenir, c'était il y a 10 ans, se situe dans un moment particulier où personne ne sait trop quoi faire, parce que tout le monde se dit quelle influence ça peut avoir aujourd'hui dans le débat, de l'instrumentalisation, la récupération. Alors c'est exactement le problème. Et au-delà du désengagement de la gauche sur plusieurs décennies sur la question de l'antisémitisme, il y a notamment, alors on revient sur Jean-Luc Mélenchon, qui a eu cette phrase au moment du meurtre antisémite de Mohamed Merah, qui dit c'est un crétin, c'est un imbécile, il n'est le nom de rien, ce n'est pas politique ce qu'il a fait, c'est juste un espèce d'imbécile. C'est extrêmement grave. C'est tout à fait symptomatique du fait qu'on ne prend pas l'antisémitisme comme une problématique structurelle, comme en fait l'antisémitisme c'est politique. Le djihadisme islamiste, le terrorisme islamiste, c'est de l'antisémitisme. Et vous le disiez juste à l'instant, vous avez peur peut-être des récupérations islamophobes, ce que j'entends, et ça existe. Non, en 2012, c'est pas ça. Alors attendez. Et le fait que la récupération politique de l'extrême droite à des fins islamophobes, et donc il y a une espèce de frilosité de la gauche quand on parle de cet antisémitisme spécifique islamiste, à ce que ce soit récupéré à des fins islamophobes, et donc on ne veut pas trop, l'accuser ou le montrer du doigt, parce que ce sont des populations, alors en l'occurrence qui sont racisées, qui sont paupérisées, etc. Donc on a du mal à dénoncer cet antisémitisme spécifique-là. Moi je partage pas ça. Alors, je pense que les gens, notamment pour être franc, moi je suis de Seine-Saint-Denis, ils n'ont strictement rien à voir avec Mohamed Merah, rien. Non mais d'accord, c'est pas du tout ce que je dis. Je sais que vous n'êtes pas dans ce raisonnement, mais le simple fait de mettre un signe égal participe déjà à une espèce de délire collectif. Mais 2012. Vous dites qu'on était en campagne, mais ce que je veux dire, c'est que personne. L'assassinat d'Ilan Halimi n'a pas suscité non plus. Ah, oui, mais moi j'ai manifesté, je ne sais pas quoi vous dire. Moi je me souviens d'avoir manifesté. C'était dans le 12e arrondissement, on a fait un square en mémoire d'Ilan Halimi. Attendez, moi j'aimerais dire quand même, Ilan Halimi, il y a une députée de gauche qui produit une tribune pour dire ne nous emballons pas. On ne sait pas si c'est antisémite.
Et elle produit une tribune dans Le Monde pour dire il faut faire attention à pas parler trop vite de crimes antisémites parce que ça pourrait susciter des réactions communautaristes. Et je veux dire que c'est pourtant évident. C'est Esther Benbassa. Elle, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, pour le temps, l'affaire est évidente. Il y a un kidnapping, ils appellent sa famille. Lui, il est vendeur de téléphone, sa mère, elle est secrétaire médicale. Il faut 450 000 €. Bref, c'est évidemment un crime antisémite. Pour Mohamed Merah, on voit, je dépersonnalise un peu parce qu'on a parlé beaucoup de la FI, parlons de la gauche en général. Au moment de Mohamed Merah, il y a quand même une figure de l'antiracisme politique qui fait un texte où elle dit « Je suis Mohamed Merah ». Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? J'ai pas forcément envie de nommer, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Militante du Parti des Indigènes de la République. Oui, voilà. Attendez. En l'occurrence. On parle d'antisémitisme à gauche. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a une espèce, la gauche, elle bug en fait. Dans les crimes antisémites, la gauche bug. Quand il y a des assassins qui eux-mêmes vivent du racisme et qui font de l'antisémitisme, c'est comme il y a un bug. On a peur de renforcer l'islamophobie, et pourtant c'est pas compliqué. On condamne le terrorisme djihadiste, mais ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est pas compliqué. On peut vivre du racisme. Mais là, vous êtes pas rigoureux. Pourquoi vous citez Ouria Boutelja pour me parler de la gauche? Je veux dire qu'il nous insulte régulièrement. Je ne me reconnais en rien avec cette dame, qui est totalement marginale. Mais moi, je vais chercher quelque chose qui n'existe pas, qui ne structure rien dans le débat. C'est-à-dire qu'on passe d'un seul coup à une discussion sur un candidat à l'élection présidentielle, je peux comprendre, à quelqu'un qui est quelque chose qui est ultra marginal. Ultra marginal. Alors, reconcentrons-nous. Il n'y a aucun rapport, là. Aucun. Je n'ai pas aucun rapport avec vous. Et Madame Benbassa, après, c'est autre discussion. On peut critiquer les formules de Madame Benbassa, mais je veux dire, on peut pas non plus la taxer d'antisémitisme. Ou alors, là, on rentre dans une autre sphère. Mais alors, attendez. Il est où l'antisémitisme à gauche que vous semblez concéder? Mais je vous l'ai dit, il est dans la société. Il est dans la société. Donc il est évidemment dans un électorat qui peut se retrouver aussi votant pour le candidat que j'ai défendu. Ce serait absurde de le nier de ma part. Comment vous faites en sorte que dans votre discours, il soit audible et fort comme message de dire... Moi, je dis, on peut toujours faire mieux. Mais j'affirme ici, je vous invite à venir dans nos meetings, que la parole que porte Jean-Luc Mélenchon dans ses meetings, c'est la parole humaniste, c'est la parole égalitaire. Et c'est là un désaccord. Là, on est sur les intentions. Non, c'est pas les intentions, ça c'est les actes. C'est du déclaratif, monsieur. Ah non, c'est du déclaratif à la tribune devant des milliers de gens. Par exemple, je vous en parlais de l'affaire du peuple décide et vous me dites, oui, bon, c'est un mot qu'il a dit comme ça. Il y a toujours le peuple décide, par exemple. Mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pas des choses qui sont dites en meeting. Non, mais d'accord, qui sont dites sur un média national. Non, il y a vraiment toujours il y a une minimisation, il y a une espèce de on balaye d'un revers de coude. Et si vous voulez, ce qui est extrêmement dangereux, moi j'aimerais vraiment mettre en avant cette idée. C'est vous qui balayez d'un revers de coude 50 ans d'engagement, des milliers de discours pour ramener un sujet. Mais moi je ne dis pas que M. Mélenchon ou la LFI ne lutte pas contre l'antisémitisme et contre les racismes dans l'intention et dans les programmes, etc. Je dis pas que dans le programme de la LFI, c'est antisémite, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis qu'il y a ce déni et ce refus de faire une introspection, de regarder ses propres biais. Et si vous voulez, le désengagement de la gauche, il mène aujourd'hui, depuis 10, 15, 20 ans, à un vide qui a été laissé, qui est maintenant repris à son compte par l'extrême droite, par la droite et l'extrême droite. Et ça, c'est une conséquence du désengagement de la gauche sur ces questions-là. Et on se retrouve aujourd'hui avec une Marine Le Pen, avec le RN, qui essaye de briguer des comités à l'Assemblée nationale sur la lutte contre l'antisémitisme, qui se pavanent sur des chaînes communautaires. De travail sur l'antisémitisme. Oui, qui se pavanent sur des chaînes communautaires pendant sa campagne présidentielle pour dire nous sommes les défenseurs des Juifs, nous sommes ceux qui prennent à bras-le-corps la question de l'antisémitisme. Et ça, c'est terrible. Et la gauche a une responsabilité dans cette déviance et cette hypocrisie qui est évidemment à des fins islamophobes venant des partis d'extrême droite. Mais je pense vraiment que ça, c'est un des symptômes justement de votre non-volonté de réellement prendre la problématique à bras-le-corps. Et moi, je le vois encore aujourd'hui dans notre échange. Il y a un peu ce truc, bon, c'est un mot dit au-dessus de l'autre, ça veut rien dire. Mais... Moi, je vous ai dit une déclaration que je considère grave, que vous dites dans des médias en disant c'est pas le musulman, c'est le financier. Vous embrouillez la discussion. Non, mais vous voyez, mais monsieur, vous vous attachez à juste vous avez une sous-estimation. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes dans le déclaratif, pour reprendre vos mots, pour un peu vous piquer, de la lutte contre l'antisémitisme, et vous embrouillez tout. Parce que si vous dites ça, c'est de l'antisémitisme, plus personne ne comprend rien. De la même façon, par exemple, puisqu'on discute tout à fait franchement, moi, votre ouvrage est tout à fait passionnant, mais vous êtes contre, vous voyez dans l'universalisme quelque chose qui finalement opprime
et empêche à ce que, notamment, on puisse, comment dirais-je, exprimer ses convictions spirituelles, de mon point de vue, qui est une incompréhension de ce qu'est l'universalisme républicain. Pour vous, l'universalisme républicain, c'est la pensée Zemmour, c'est la pensée réactionnaire. Non. Vous ne voyez pas en quoi c'est un cadre d'émancipation. Et de ce point de vue-là, c'est une mauvaise méthode pour aborder aussi la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme. Parce que vous, en vérité, y compris le titre de votre ouvrage, des blancs comme les autres. Objectif, mais ça n'est pas. Non, mais c'est en discussion sur le fond intellectuel. Des blancs comme les autres, considérer qu'il y aurait dans la blanchité ou dans le blanc un oppresseur, un colon, et qu'en quelque sorte vous rappelez au mouvement antiraciste que nous ne sommes pas des blancs comme les autres, etc. Alors que moi je suis profondément pour l'universalisme républicain. Mais moi aussi je suis pour l'universalisme. Bah non, vous dites dans votre livre que non. Non, j'explique que l'universalisme c'est un horizon, c'est quelque chose vers lequel on tend. L'universalisme républicain tel qu'il est affiché, tel qu'il est utilisé aujourd'hui par différentes factions, c'est comme si en réalité il n'y avait pas d'inégalité, il n'y avait pas d'oppression et qu'on était dans un état... Madame, tout est utilisé, tous les mots sont salués. Mais bien sûr, après ça dépend ce qu'on met derrière. Alors parlons de définition, peut-être qu'on est d'accord en réalité sur la définition de l'universalisme. L'universalisme aujourd'hui profite à toutes les catégories de population. Toutes les couches de la population. Mais l'universalisme, il consiste à dire nous sommes égaux. Par exemple, si on parle de la question de la religion. Nous ne sommes pas de fait. D'accord. Alors battons-nous pour ça. Mais qu'est-ce que c'est qui pose problème? C'est qu'on ne le soit pas, ou que ce soit dit dans nos déclarations. Finalement, vous êtes d'accord. Mais bien entendu. Non, mais bien entendu. Mais par exemple, parce qu'y compris ce que je veux dire à travers vous. Parce que moi, quand je discute avec, notamment, non, on s'éloigne pas du sujet. Vous allez voir. C'est que quand je discute, notamment, en particulier quand j'étais enseignant, vis-à-vis de certains de mes élèves qui étaient surtout de familles d'origine maghrébine, et quand je leur parle laïcité, qui me disaient mais vous parlez comme Madame Le Pen. Sous-entendu, la laïcité, la liberté de conscience et la liberté pour chacun de pratiquer sa foi serait en quelque sorte un discours d'extrême droite. Là, on a un problème de confusion qui profite aussi à ce que finalement l'antisémitisme, sur quoi il se bâtit des fois dans les milieux populaires, sur le fait que nos mots ont été volés. Ce que je suis en train de vous dire. Donc la lutte qu'on doit mener ensemble, sincèrement. Et après, vous avez raison de nous critiquer, on n'est pas parfait, c'est pas le sujet. Mais c'est aussi de redonner du sens et de pas nous-mêmes intégrer quelque part que l'universalisme républicain, c'est réactionnaire. La nation républicaine, c'est un discours d'extrême droite. Et nous, on doit cultiver nos petites patries. Parce que moi, et on n'a plus le temps parce que l'émission se termine, mais pour moi, la nation, c'est pas une fédération de petites patries. Être juif, pouvoir vivre pleinement sa judaïté en République, c'est garanti précisément par la laïcité et la République. Et nous, ce vers quoi on doit se battre, c'est que cet idéal proclamé doit exister. Et on doit même pousser plus loin sur la question sociale, pas seulement l'égalité politique, mais aussi l'égalité sociale qui est un objectif à atteindre. Qu'est-ce que vous retenez du message adressé pour finir par mais qu'ils ont raison de nous critiquer sur plein d'aspects. Moi, y a pas de... Non, mais moi, si je suis venu, c'est dans une volonté fraternelle on se passionne les uns les autres. Jonas Pardo à la France Insoumise, c'est quelque chose qui est de l'ordre des possibles. Non, mais pourquoi je viens, c'est que je vois bien qu'il y a un trouble à travers les gens qui sont là, que je respecte, ou d'autres gens qui, ont l'impression que cette question n'est pas prise assez à bras-le-corps. Plus qu'une impression. Bon, bref. moi, j'aimerais noter un point d'accord. On est face à une perte généralisée des repères. Merci. Ça, c'est clair. On le voit quand Serge Klarsfeld va recevoir la médaille chez Louis Alliot, quand on voit que Sébastien Chény ose briguer la présidence du groupe d'études à l'Assemblée nationale, nous, on s'étrangle. Merci. On s'étrangle tout à fait. C'est un cauchemar. Franchement, c'est un cauchemar. L'état du débat sur la lutte contre l'antisémitisme est un cauchemar, tout parti confondu. Mais ce qu'on attend de la gauche, c'est de s'étrangler avec nous et de monter au créneau. Et ça, pour l'instant, on ne le voit pas. Et quand je dis la gauche, c'est pas que la FI, c'est chez les syndicats, quand Dieudonné fait un tour des piquets de grève pendant la loi travail, et on voit des centaines de gens faire la quenelle, quand on voit l'antisémitisme chez les gilets jaunes, et qu'il n'y a pas de réaction, et qu'on ressort la rhétorique de la manipulation, ils veulent discréditer les gilets jaunes, alors ils sortent le rayon paralysant, expression de Mélenchon, mais je suis désolé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avec Jean-Luc Mélenchon, non, mais pour vous livrer une chose, avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons été parmi les premiers à demander l'interdiction du spectacle de Dieudonné, qui nous a été beaucoup reproché. Je me suis quasiment battu physiquement avec des Soraliens et avec des militants de Dieudonné, d'accord, qui sont j'avais même eu un moment des propos quasi vulgaires sur un plateau télé, n'avons rien à voir avec ces gens-là. D'accord ? Physiquement, dans les manifestations, nous les affrontons. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la discussion complexe que nous avons, ne faisons pas le rayon paralysant, comme dirait Jean-Luc, ou parler de tout le monde, on ne sait plus de quoi on parle à l'arrivée. Moi, je suis responsable de ce que j'essaie de construire. Mais c'est ça, je suis conscient, mais je suis d'accord. C'est de ça dont on parle. Mais je suis d'accord. Et c'est là où moi, je suis problème avec la gauche qu'on attend comme support, comme soutien, comme premier de ligne. Jonas, mais moi, je vous demande à vous d'être rigoureux dans vos critiques.
d'accord, de pas dire la gauche, de dire de quoi on parle précisément. On l'a un petit peu fait quand même. Mais j'entends bien, c'est pour ça que j'ai pris plaisir à notre échange. Mais vous allez pouvoir continuer à discuter hors antenne. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau d'Alerte Libre. Ilana Weisman, je rappelle votre livre Des Blancs comme les autres, point d'interrogation, les Juifs, angle mort de l'antiracisme, Jonas Pardo, les formations pour lutter contre l'antisémitisme, et Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous suivre. Cette émission est en accès libre, elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner à Mediapart. C'était la petite pub du soir. Bonne soirée, salut.